Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Si j'avais pris le temps de respirer un peu, peut-être aurais-je écrit une autre histoire. Combien d'entre nous avons déjà prononcé cette phrase ou avons eu déjà cette petite discussion avec notre petite voix intérieure ? Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Bourdon. Guillaume, tu es multi-entrepreneur et expert en design. Alors que ce soit du design stratégique ou design d'espace, tu nous en parleras un peu. Mais tu es aussi le président d'une association qui s'appelle Second Souffle Lyon. Second Souffle décrit un regain d'énergie ou de motivation après une période de fatigue ou de découragement. C'est un peu comme trouver une nouvelle force pour continuer malgré les difficultés. Au sens propre, quand on est essoufflé, on peut parfois retrouver une nouvelle force après un court repos. C'est là que le second souffle arrive. Mais au sens figuré, le second souffle désigne ce moment où une personne retrouve sa détermination, son élan et son énergie après avoir traversé une période difficile. Toi aussi, je crois, tu es passé par cette étape de devoir trouver ce second souffle. Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour démarrer, qui es-tu ? Bonjour à tous les deux, merci de m'avoir invité. Qui je suis J'ai réfléchi rapidement à votre petite question depuis que je suis arrivé. Je vais partir au départ parce que je crois que tout vient de là. Quand ma maman a accouché, le médecin a noté « enfant né étonné ». Excellent. Et en fait, ça m'a marqué après coup parce que je l'ai su beaucoup plus tard dans ma vie. Mais je crois que il n'y a pas de hasard. Enfin, moi, je ne crois pas au hasard, en tout cas. Et je pense que, voilà, je suis né étonné, je reste étonné en permanence. Et je crois que c'est un peu le fil de toutes mes activités. Et après, j'ai effectivement eu des rebonds, des accidents de parcours, des faits qui m'ont fait basculer. Mais tout vient de là, ouais. Alors, ça veut dire quoi, n'être étonné ? C'est que je suis toujours... après coup, j'ai un peu analysé tout ça, essayé de comprendre qui j'étais et comment je réagissais. Et en fait, je suis curieux de tout et toujours surpris de tout et toujours ouvert à tout. Et à partir de là, je me pose des questions et j'essaye de voir comment tricoter tout ça et faire en sorte que chacun puisse trouver une place, sa place, et puis essayer de faire entreprendre, ça c'est aussi le deuxième élément qui, je pense, me caractérise un peu, et je suis un entrepreneur curieux, on va dire. Voilà. Tu as toujours été entrepreneur ? Et ouais, en fait, aussi loin que je m'en souviens, parce que depuis mes 20 ans, je suis entrepreneur, donc là j'en ai 51, donc voilà, j'ai passé ma vie à entreprendre, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, entreprendre ? C'est mettre en forme mes convictions, mes envies, mes idées, et essayer de participer au bien commun, parce que je suis incapable de faire quelque chose tout seul, donc j'ai toujours besoin d'être entouré, j'ai toujours besoin d'avoir d'autres compétences autour de moi. Et ouais, c'est ça, je dis pas que j'applique pas ou j'entreprends pas chaque fois que j'ai une idée, sinon je m'en sortirais pas. Mais pour autant, j'essaye de trouver des grands axes où le bien commun, m'appuyer sur la fragilité, la vulnérabilité des plus faibles pour rendre service au plus grand nombre, c'est quelque chose qui m'anime, je pense, et qui est un peu peut-être le fil conducteur de mes créations. Tu veux nous en parler, de tes créations ? Ouais, alors j'ai une grande part d'action professionnelle autour du design. Donc on a une marque avec mon associé Laurent qui s'appelle Ergonome, Ergon''Homme,
où on part du principe que le travail est utile s'il a du sens, d'après nous, c'est notre conviction. Et donc on fait tout pour penser des organisations utiles et activer le pouvoir d'agir de l'entrepreneur autour de 3 piliers: design stratégique, design management et design d'espace. Donc ça, c'est une grande part de notre quotidien. Ensuite, on a créé une gamme de meubles qui s'appelle la ligne Virtuose, qui est du mobilier social et solidaire. Et puis effectivement, en parallèle encore, Second Souffle, qui est quelque chose qui m'est peut-être plus personnel à la base et qui maintenant, on est quand même 180 bénévoles, donc voilà, ça m'a dépassé, quoi. On disait tout à l'heure, les parcours d'entrepreneurs, c'est jalonné de haut, de très haut, de bas, de très bas. Comment ça a été pour toi? Il y a eu un très bas le 12 mai 2012. C'est ancré à vie, quoi. Je m'en souviendrai tout le temps. Rien que d'en parler, j'ai déjà les poils qui se hérissent. Il s'est déjà passé du temps depuis pourtant, mais voilà, c'est toujours là. On crée pas pour vivre ça, en fait. On crée pas pour se retrouver au tribunal, on crée pas pour se retrouver derrière une barre, dans un lieu où il y a une cinématographie qui est très importante. Et on crée pas pour ça, et c'est assez perturbant, la remise en cause est très forte. Et d'ailleurs, quand je suis sorti du tribunal, j'avais 2 mots en tête qui étaient honte et culpabilité, quoi. Et j'ai mis quelque temps à accepter de ressentir ça, et puis après me dire: «Mais pourquoi, en fait? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu en arriver là, quoi?» Et en tout cas, moi, je sais que je suis plus le même homme depuis ce jour-là, quoi. Il y a eu un avant et un après, radical, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé au tribunal? Bah, alors que je remonte un tout petit peu dans le temps, donc moi j'ai fait l'école d'art appliqué à Lyon. J'ai une formation en architecture intérieure, en conception en architecture intérieure, une formation qui était vraiment magique. Et dans la foulée, donc on a créé une première société avec deux amis de l'époque avec qui j'avais fait cette école. Mais on avait fait juste une école d'art, quoi. On n'était pas prêts, on savait pas ce que c'était qu'une entreprise, quoi. Mais pour autant, on s'est lancé, et voilà, on avait une idée, on avait une envie, on espérait qu'il y avait un besoin, et on a dit: «Allez, go, on y va», quoi. On était 3, c'est bien, au moins il y a toujours une majorité quand il y a des décisions à prendre, voilà, c'était sur le papier, ça paraissait bien, quoi. Et puis, en fait, au final, on a accumulé tout un tas d'erreurs au fil du temps. Ça a duré quand même 15 ans, donc c'est quand même c'est pas neutre. On est monté jusqu'à une dizaine de personnes. C'est une entreprise qui faisait quoi? On faisait essentiellement du design signalétique, donc qui était une passion que j'ai découvert sur le tard, par hasard, pendant la Coupe du monde de foot, alors que je suis pas du tout foot. C'est vraiment un truc qui me... Voilà, c'est pas mon sport, mais pour autant, on s'est occupé de la signalétique du site de Lyon et de Montpellier. Et c'était assez nouveau comme approche. C'est un mélange de plein d'activités, en fait. À la base, il faut du bon sens. Ils nous ont juste transmis la charte graphique, ils nous ont dit: voilà les tribunes, voilà où les gens vont se garer, entre-temps, on sait pas ce qu'il faut faire, débrouillez-vous, quoi. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bon sens. Après, ça m'a emmené sur la sociologie, sur la philosophie, sur plein de choses pour comprendre comment les gens fonctionnaient, pour circuler dans un espace. Et puis après, tu rajoutes du graphisme, comment tu écris les choses, comment tu les indiques, comment tu les signifies. Après, tu rajoutes du design, tu as un objet, tu rajoutes de la fabrication, tu rajoutes de la pose, c'est ultra complet, quoi, c'est génial. Et donc on a adoré ça, et on s'est développé là-dessus, et on était dans les 5-6 agences de France, parce que c'était une niche, et à 10 personnes, on était déjà une grosse structure. Mais pour autant, une entreprise, donc moi j'étais gérant de la structure, et j'ai appris au fur et à mesure. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était qu'un bilan. Je savais pas ce que c'était un plan de trésorerie. Je savais pas ce que c'était tout, en fait. Et j'ai tout appris en faisant. On a embauché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, voilà. Le management, je sais pas ce que c'était. Donc voilà, c'était une succession d'aventures et
et d'erreurs. Et au final, 15 ans après, on avait des problématiques de statut où malgré qu'on soit 3, les statuts étaient rédigés d'une telle manière que plein de décisions, je pouvais pas les prendre. J'avais un associé qui devenait très bloquant, qui a fait un peu de malversation, un peu de choses foireuses et qui m'a emmené dans une position délicate. On a eu un problème de croissance que je ne savais pas financer. J'ai pas cet esprit, et puis j'étais pas formé pour ça. Je suis allé au CJD, j'étais accompagné par des pairs, j'ai essayé de faire plein de choses, mais pour autant, le verre était déjà dans le fruit, quoi. C'était déjà un peu pourri. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas eu le choix. Je me suis retrouvé en redressement. Donc là, c'est la première machine à laver. On se retrouve dans un univers qu'on ne comprend absolument pas. On n'a pas d'explication, pas de règles du jeu, pas de code, rien. On nous balance dedans et débrouille-toi. Donc là, ça a été très 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 violent. Humainement, ça a été difficile. Et puis après, il y a la deuxième étape, la liquidation, qui est presque plus en soulagement au final, parce que là, j'en pouvais plus, quoi. C'était 6 mois de redressement, c'était trop, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe durant ces périodes de redressement et de liquidation? Et en fait, pendant la période de redressement, tout est contrôlé dans ta structure. Tu as un administrateur qui est à tes côtés et qui valide tous tes choix. Donc t'es plus totalement maître de ta structure. C'est une tutelle, en fait. C'est une sorte de tutelle, c'est ça. Tu viens le voir une fois par semaine pour lui faire signer les chèques. Voilà, tout un tas de protocoles. Et tu comprends au fil du temps que les objectifs sont différents. Dans la vision des choses, ils sont pas dans ton activité, eux c'est un job, ils doivent faire en sorte que la structure ne perde pas d'argent, qu'elle soit rentable pendant cette période-là, etc., etc. Puis toi, tu essayes de sauver ta structure. Il y a plein comme ça de paradigmes qui s'affrontent et qui sont durs à vivre au quotidien, et tu te retrouves vraiment seul. Là, j'ai bien compris ce que c'était que la solitude du dirigeant. Je l'ai compris à ce moment-là. J'ai compris aussi que si tu basculais dans l'isolement, c'était le poison, vraiment. Et la frontière est des fois très fine. Et puis, j'ai bien compris que il y a des choses qui nous dépassent. Quand on est une petite structure, on a des enjeux qui sont pas à la hauteur, entre guillemets, des attentes du tribunal ou de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui... C'est un autre univers, quoi. Alors que maintenant, avec Second Souffle, j'ai appris vraiment à connaître. On y reviendra peut-être après, mais ça a été l'élément déclencheur de pourquoi j'avais envie de m'engager là-dedans. Et j'ai eu maintenant un autre regard, et je pense que les relations ont énormément changé avec le tribunal, leur vision de l'entrepreneur et le lien qui se crée entre le tribunal et l'entrepreneur. Cette notion de protection est présente maintenant, ce que je n'ai pas ressenti à cette époque. Et c'est aussi pour ça que je voulais m'engager un peu plus. Mais voilà, si j'ai autant de cheveux blancs maintenant, je pense que c'est pas anodin. C'est vraiment, j'ai pris une telle claque que ça m'a fait basculer, et voir autrement les choses. J'ai perdu de ma curiosité ou de mon étonnement à ce moment-là, quand même, pendant quelques temps. Donc après cette période de redressement, si la barre n'est pas redressée, c'est là où tu passes en période de liquidation, donc là, on vend l'entreprise. On vend ce qui est vendable. Ouais, mais là aussi, ça ne t'appartient pas, quoi. Le 12 mai 2012, j'ai rendu les clés de la boîte, puis voilà, et puis t'as plus rien, quoi. Tu sors, t'as plus rien. C'est fini, quoi. Et ce qui est... t'as plein d'effets qui vont avec, c'est qu'en même temps, ton téléphone sonne plus, t'as plus de mail, t'as plus rien, tout s'arrête instantanément, quoi. Et t'es dans le vide. T'es dans le vide, quoi. Et tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Et j'avais énormément peur de ça pendant la période de redressement, quoi. On a tous peur de l'inconnu, en fait. C'est la seule chose qui nous inquiète. Et là, je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas comment j'allais vivre ça. Je savais pas comment... Et c'est la deuxième chose que j'ai vraiment appris, c'est notre capacité de résilience. Alors, c'est un mot qui commence à être un peu galvaudé, mais qui est vraiment présent. Quand tu l'as vécu, tu dis, OK, il existe vraiment, il faut le dire, parce qu'on ne soupçonne pas notre
notre force intérieure et la capacité que notre corps a à nous protéger, en fait. Quand je suis sorti du tribunal, j'avais donc plus de boîte, plus de revenus, plus d'appartements, parce que je venais de me séparer de ma compagne de l'époque, plus de compagne, plus d'appart, plus rien, quoi. Et pour autant, là, tu reviens au bas du bas, et première chose, il faut que tu retrouves en toi, quoi. T'as pas le choix, quoi. Tu vas pas rester dans la rue, quoi. Donc, je me suis battu pendant... J'avais 15 jours pour pouvoir trouver un appart. Après, j'allais plus pouvoir prouver que j'avais des revenus. Enfin, je rentrais dans un engrenage qui allait être délicat, quoi. Et j'ai tenu pendant ces 15 jours, je me suis battu, j'ai trouvé un appart, et instantanément, le jour où j'ai posé le pied dans mon appart, mon corps a explosé, quoi. Instantanément, il a dit « Ok, t'es en sécurité ». Il s'est mis en off. J'ai fait une crise d'eczéma que j'en avais jamais eu. Je savais pas ce qui se passait, j'étais tout rouge, j'avais des plaques dans tous les sens. Et mon corps s'est mis en sûreté, quoi. Il a dit « Stop, on arrête ». Et je suis tombé, vraiment, j'étais... Là, j'ai glissé. Et j'ai compris après coup cette force intérieure, quoi, qui m'a tenu pendant ces 15 jours et qui après a dit « Ok, c'est bon, tac ». Donc de tout ça, après, j'ai essayé de construire Second Souffle, La Ligne Vertueuse. Voilà, je m'en sers maintenant autrement, mais sur le moment, ça fait beaucoup d'événements qui se cumulent. Ton corps te donne beaucoup d'informations que tu comprends pas. Et ouais, c'est assez... C'est une sacrée expérience, quoi. Oui, d'autant quand tu crées quelque part, tu incarnes tellement ton projet, tu y crois, donc il y a forcément une sorte d'identification à son entreprise qui existe de fait, donc de passer de chef d'entreprise à plus rien enfin, c'est pas un claquement de doigts, puisque tu dis, ça a duré quoi, quand même 1 an entre ces 6 mois de redressement et après... Oui, la liquidation, ça dure à peu près 1 an, mais tu vois le liquidateur à ce moment-là, tu le vois 2 fois, quoi. Ouais. Au début et à la fin. T'as plus du tout de contact. Donc en fait, ta vie professionnelle sous cet angle s'arrête quand tu sors du tribunal. Ouais. Et puis après, t'as 2-3 petits moments d'étape. Si ce n'est que moi, j'étais aussi reparti avec des dettes. Donc j'avais 100 000 € de dettes. Parce que j'avais été caution sur un emprunt bancaire, et ces dettes, fallait bien que je les paye, quoi. Donc j'ai mis 8 ans à régler ça. Donc ça, c'est le petit truc que tu ne sais pas aussi, c'est que ça s'arrête pas complètement. C'est que tous les mois, t'as un petit rappel. Tous les mois, tu mets de l'argent comme ça dans un pot. C'est vraiment un pot perdu. Et donc voilà, tant que toutes ces pages sont pas tournées, il reste un petit quelque chose que t'arrives pas à lâcher, quoi. T'as un petit truc qui te traîne derrière toi. Et tu disais que tu t'es sentie très seule à ce moment-là. Les 2 autres personnes qui avaient cofondé avec toi, elles sont plus là à ce moment-là ? Non, il y a un de mes associés de l'époque qui était parti quelque temps avant parce qu'il voulait reprendre des études d'architecture. On s'entend toujours bien, on s'appelle régulièrement, ça reste un ami. Le deuxième, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu un prud'homme, il y a eu des relations... humaine des 2 côtés, aussi bien du sien que du mien. Je pense qu'on a mal géré la situation, on l'a mal vécu certainement. Je suis parrain de son fils, évidemment, je le vois plus depuis 2012. Voilà, tout ça, ça laisse des traces, et humainement, c'est délicat. Donc voilà, tout s'effondre et tu te retrouves vraiment seul. Et j'étais le seul à avoir le mandat, donc le mandat de gérant, t'as qu'un responsable, tu peux être associé, mais t'es tout seul. T'as pas de responsable, t'as pas de responsabilité, hormis celui qui a le mandat, quoi. Ouais. Ce qui était mon cas, quoi. Et je voulais rebondir juste sur ce que tu venais de dire sur le... j'ai appris avec cette expérience que ton entreprise, ce n'est pas toi, quoi. Ouais. Et maintenant, quand je fais des interventions dans des incubateurs ou des choses comme ça, la première chose que je leur dis, c'est le premier qui me dit que la boîte, c'est son bébé, je l'égorge. Parce que c'est hors de question. Alors, j'illustre ça volontairement avec des gros traits, mais il faut absolument apprendre à se dissocier de son entreprise. Et donc après, maintenant, j'ai des nouveaux arguments. On la signe pour 99 ans, donc normalement, ça doit nous dépasser, donc c'est pas nous, etc., pour bien faire la part des choses, parce que sinon, tu peux pas avoir un regard neutre sur les actions à prendre, sur les prises de décision à prendre.
te mettre en redressement, c'est un véritable acte de gestion que je n'ai pas fait parce que moi, on me l'a imposé, entre guillemets, quoi. Et donc, à partir de là, c'est plus la même histoire, quoi. Si tu décides d'aller en redressement et que tu as conscience que tu l'as préparé, ça peut bien se passer. Moi, c'était pas le cas. J'avais tellement peur et que j'étais tellement dans l'inconnu que j'ai jamais voulu l'accepter et le voir, alors qu'on m'avait ouvert une porte 2 ans avant, pardon. Un ami du CJD m'avait fait rencontrer un juge avec qui j'avais échangé, qui m'avait ouvert cette porte-là, mais j'ai pas voulu l'entendre. J'avais trop peur, en fait. Puis c'est difficile à entendre, hein, quand même. Et c'est difficile à entendre quand t'es pas préparé, quoi. Quand t'es préparé, quand t'es entouré, que t'as pu échanger, que t'as pu aborder les différents scénarios, etc. C'est pas facile, mais tu peux y aller, quoi. Là, j'avais personne avec qui en parler. Je prenais toutes ces informations dans la figure et je savais pas quoi en faire, donc j'y suis pas allé. Et au final, j'ai pris le mur en pleine tronche. Je pouvais pas aller plus vite pour aller dedans, donc voilà, derrière l'effet, il est décuplé, quoi. Et quelles ont été les ressources sur lesquelles tu as pu t'appuyer une fois que le corps a lâché, encore une fois, sur moi, en fait, sur mes ressources intérieures, sur mon besoin de création, de créativité, d'agir, et puis sur la prise de conscience que l'expérience que je devais vivre, j'étais pas le seul à l'avoir vécue, et 2, qu'elle devait peut-être trouver un écho quelque part et qu'elle devait certainement pouvoir aider d'autres, parce que j'étais pas le seul dans ce cas-là, quoi. Donc tout ça, ça m'a pris quelques mois quand même. Pendant 2-3 mois, je suis resté chez moi. J'avais des amis qui m'ont aidé, des amis entrepreneurs qui m'ont aidé, qui me donnaient du boulot à faire. J'avais monté une petite micro-entreprise pour me nourrir, quoi. J'étais pas tellement en état d'être très, très créatif, donc c'était des choses simples, mais oui, j'avais au moins la chance d'avoir cette ressource. Et puis, petit à petit, le temps fait toujours son effet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu oublies des choses, tu fais la part des choses, ce dont je suis responsable, ce dont je suis pas responsable, ce qui m'importe, ce qui est pas de mon fait, etc., etc. Tout ça se délie et s'éclaircit un peu au fil du temps. Mais il faut du temps. Et donc, il faut laisser du temps au temps. On n'a pas le choix, quoi. Parce que sinon, ce temps-là va te rattraper après. Et si t'as pas pris ce temps, c'est encore plus dramatique par la suite, quoi. Donc j'ai pu laisser ce temps, et donc ça m'a pris 3 mois à peu près. Donc je liquide au mois de mai, j'ai mon appartement début juin, et je passe juin, juillet, août. J'ai pas vu grand monde. J'ai des copains qui m'ont emmené en vacances avec eux une dizaine de jours, mais c'était pas tellement moi qui étais présent. Et le reste du temps, je réfléchissais, je me reconstruisais intérieurement, je faisais un peu la part des choses, et puis au bout d'un moment, tu sens que tu touches le fond, et que l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, tu fais un rebond et tu repars, quoi. Oui, je pense que mon besoin de création est malgré tout le plus fort. Et je pense que c'est ce petit enfant étonné qui doit arriver tout le temps, qui doit toujours lever les yeux, qui doit j'ai des petits flocons sur les bras, et ça m'anime en permanence, quoi. Le flocon, chaque flocon est singulier et différent, et fait il y a des jeux de lumière et ainsi de suite. Voilà, tout ça m'anime, et il y a eu un moment, j'ai eu ce besoin de me relancer là-dedans, quoi qu'il arrive, quoi. Et quand tu sens cette envie renaître, quelque part la flamme intérieure se rallumer, est-ce que la confiance a été abîmée? Est-ce que tu dois travailler sur la confiance, ou finalement ce besoin-là, il est tellement fort que quelque part l'expérience qui était à vivre est vécue et tu peux repartir sereinement? Comment tu abordes la nouvelle création? Avec encore plus de besoin de lui donner du sens, de la légitimité, de la crédibilité, parce qu'effectivement, c'est pas que je crois plus en ce que je pense ou ce que j'imagine, mais je me dis que ça doit être marqué sur mon front que je viens de planter ma boîte, et que pour que je sois pris au sérieux, il faut que je sois ultra, 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 ultra carré, argumenté, et ainsi de suite.
Et donc presque je m'enferme dans des concepts, dans des réflexions profondes, où tout ce que je montre, il y a peut-être, un dessin et 15 pages d'argumentation, quoi, tu vois? Je tombe dans un excès parce qu'au final, je complexifie tout. Parce que il y a que moi qui arrive à comprendre après ce que je voulais dire, tellement ça je descends et ça a plus de sens au final, presque. Mais j'étais obligé de passer par là pour me rassurer, parce que je suis encore capable de réfléchir, d'imaginer, d'observer, et tout ça, ça prend malgré tout du temps, ouais. Encore une fois, le temps est vraiment, il est indispensable et effectivement, par les temps qui courent, c'est difficile de préserver ce temps et de lui donner de la valeur, mais il est indispensable. Pourquoi aujourd'hui c'est difficile? Est-ce que c'est vraiment difficile ou est-ce que, tu vois, c'est Parce qu'on le prend pas, nous qui le on rendons n'ose pas difficile? oui, c'est nous, on n'ose pas prendre le temps, mais heu, on on est malgré tout, fragile, vulnérable, on n'ingurgite pas toutes les infos qu'on reçoit, et ça, on veut peut-être pas le reconnaître. Et alors que maintenant, déjà dans l'entreprise que j'ai avec Laurent, actuellement, on est que tous les 2. On n'a pas envie d'être plus que 2 parce que je crois que ni lui ni moi, nous voulons, ne plus disposer de notre temps comme on le souhaite, quoi, voilà. Et moi, j'apprécie d'arriver relativement tôt le matin, de prendre mon temps, de prendre mon café, de faire un tour sur ma veille, voilà, c'est mon petit rituel du matin qui me met en route, qui me fait du bien, je rallume, l'énergie, je rallume l'envie, Là, tu nous parles de l'entreprise de design. ouais, Oui. ouais, et tous les jours, j'ai besoin de faire ça, c'est mon petit rituel et je prends ce temps, quoi, et je sais que personne m'en voudra. Tu parles de cet échec, si je peux l'appeler comme ça, de cette première boîte à tes clients ou à tes futurs partenaires en leur disant je suis aussi passé par là, voilà mes apprentissages et donc ça me permet d'être plus fort et donc de peut-être mieux vous accompagner. Est-ce que ça devient un argument ou est-ce que ça tu le mets complètement sous le tapis et t'en parles pas et tu comment dire, tu te surinvestis dans les explications comme tu le disais. J'ai mis longtemps à en parler parce que je pense que tant que j'avais pas complètement fini de payer mes dettes, je me sentais pas non plus légitime d'en parler et de Maintenant, j'ai presque une fierté de dire, voilà, j'ai monté une boîte, je savais pas ce que c'était, on est monté à 10, ça a duré 15 ans, je l'ai planté, j'avais des dettes, j'ai tout payé, je dois plus rien à personne. Voilà. Et cet épisode, maintenant, c'est pas que je m'en sers comme argument, mais je ne peux plus me présenter sans dire que j'ai second souffle à côté, quoi. Sans dire que j'ai cet engagement-là à côté, quoi. Donc obligatoirement, ça attise un petit peu la curiosité parce que je reste malgré tout un designer. Je m'engage sur l'entrepreneuriat. J'ai toujours un côté artiste à côté. Je fais de la photo. Voilà, donc ce mélange-là, il faut que je l'explique, il faut que j'en parle et que je pose tout sur la table parce que je cache rien en fait. Cette dimension sur l'ESS que tu as aujourd'hui, tu l'avais avant ou tu l'as eu depuis? Je l'avais sans vraiment en prendre conscience. Et ça, je l'ai aussi appris avec le design signalétique parce qu'en fait, je suis rentré par cette petite porte. C'est la bonne information au bon endroit, quoi. Donc, faut pas en faire trop, faut faire juste. Et de cette porte-là, j'en ai tiré ma compréhension et comment je voyais l'ESS et comment j'avais envie de le travailler, quoi. Mais j'ai pris conscience de ça un petit peu après, ce qui fait que quand j'ai pris conscience, c'était allé assez vite, la ligne vertueuse, mes actions du quotidien, ma manière de vouloir faire du design inclusif et tout ça est devenu assez évident parce qu'en fait, sans m'en rendre compte, je le faisais déjà par le biais de la signalétique, sur un axe, et puis après ça s'est décliné sur le reste, toi. Mais ça s'est clairement accéléré quand je suis sorti du tribunal, encore une fois, où je me suis dit, je ne peux plus rien faire qui ne serve pas aux autres, je ne peux plus rien faire
quelque chose qui n'a pas d'impact sur le bien commun. Je peux plus rien faire de gratuit, dans le sens sans explication, sans raison, sans impact. Voilà, tout ça s'est mis en place après coup, quoi. Et Second Souffle, quand est-ce que te vient l'idée et quand est-ce que tu fondes ça? Et bien toujours dans cette période en fait de 3 mois où je suis dans ma grotte, que je cherche un moyen de m'exprimer, quoi, d'en parler. J'avais bien sûr la porte des psychologues qui était possible, que j'avais déjà utilisé par le passé, mais je me disais qu'il y avait peut-être autre chose et je cherche s'il existe des associations. Et Second Souffle venait de déposer ses statuts, enfin 1 an avant, et était en début de création, on va dire, sur Paris. Et je trouve les coordonnées du président, on s'appelle et je lui dis que, voilà, que j'ai envie de monter une antenne sur Lyon. Je sais pas trop encore ce que je vais y faire et comment ça va se passer, mais je me dis: «OK, on y va, quoi». Donc je crée l'antenne lyonnaise, janvier 2013. Tout au début, j'étais là, il aime bien dire que j'étais le 3e adhérent, au niveau national et la première antenne, qui s'est créée sur Lyon, quoi, voilà. En sachant pas trop encore ce qui allait se passer et qu'est-ce que j'allais en faire, si ce n'est que je voulais rencontrer des personnes comme moi, en fait, et c'est ce qui se passe, la première année, en fait. Je rencontre, 20-25 entrepreneurs sur l'année, un rendez-vous mensuel et je me rends compte que je suis pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres histoires, même si j'en doutais pas, ben, quand tu es confronté pour la première fois, ça change aussi. Tu te sens appartenir de nouveau à un groupe, quel que soit le groupe, mais voilà, ce sentiment d'appartenance revient et puis rapidement, je me rends compte qu'ils me disent merci, et je comprends pas bien pourquoi et je me rends compte que mon naturel est revenu. C'est-à-dire que, je les ai écoutés, je les ai fait parler, je leur ai posé des questions, et qui sont, voilà, ils sont exprimés, voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître là dans la relation et dans l'impact ou dans le en quoi l'histoire que je venais vivre, pouvait servir aux autres. Donc je commence à mettre un peu plus de mots là-dessus, à écrire davantage, des petits bouts de process, des petites approches, une sensibilité particulière. Je me sens me diriger vers, les entrepreneurs en activité en me disant: «En fait, moi j'aurais eu tellement besoin d'avoir des gens, qui me comprenaient pendant que j'étais dans le dur, quoi, vraiment dans le dur et qui étaient à mes côtés, qui me suivaient, qui m'auraient challengé, qui m'auraient ouvert des portes et cetera, de réflexion, tout». Donc je me sens me diriger là-dessus. Quasiment au même moment, 60 000 rebonds, devient très actif sur la région. Je connaissais, déjà Guillaume Mullier, parce qu'on avait travaillé ensemble. On se rencontre, on en parle et il me dit: «Bah, moi, j'ai 60 000 rebonds s'orientent sur l'après-procédure quand l'entreprise n'existe plus». Et je lui dis: «Bah, c'est génial parce que moi, j'ai envie d'être sur l'avant quand l'entreprise existe». Donc on décide à ce moment-là de tisser un filet invisible sur la métropole, pour accompagner l'entrepreneur du début, jusqu'à l'après. Et donc là, mon axe se dessine un peu plus. Et puis je commence à avoir des amis, des copains qui me rejoignent, qui sont sensibilisés un peu par mon histoire, qui m'avaient soutenu, pendant ma crise. Et puis voilà, on commence à structurer un petit peu plus les process maintenant, voilà, 12 ans après, on est 180 bénévoles et cette année, on va tourner à, je pense, 450-500 accompagnements. Donc c'est plus du tout la même histoire. Et ouais, Ouais. bravo. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler de cet accompagnement? Qu'est-ce que concrètement, ou comment vous accompagnez ces entrepreneurs qui ont besoin? Déjà, c'est l'accompagnement de pair à pair. C'est des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Ça, c'est le point initial. Ensuite, c'est des binômes. Nous, on appelle nos accompagnants des antilopes. Donc, c'est des antilopes qui sont au service, des entrepreneurs. Ils sont tous formés, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire la place de l'entrepreneur, on n'est pas là pour se substituer à lui, quelle que soit la situation. Donc nous, on forme toutes nos antilopes à quelques règles, à une charte, à une démarche, à des process. Donc on
on les accompagne là-dedans. Hein. On a créé une application en interne avec des ressources, avec des fiches pour les rendez-vous, avec tout un tas d'informations pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Le fait d'être en binôme, c'est aussi pour pas se retrouver face à des situations qui émotionnellement peuvent nous dépasser. Dans nos Antilopes, dans nos 180 bénévoles, on n'a pas que des entrepreneurs qui ont vécu la crise. Il y en a qui sont sensibilisés mais qui l'ont pas vécu, et se retrouver face à quelqu'un qui est vraiment en danger, des fois physiquement en danger, voilà, c'est pas toujours simple à gérer. Donc toujours en binôme pour compenser ça, pour qu'il y ait en soutien une émulsion qui se mette en place. Pardon, quand tu dis toujours en binôme, c'est qu'il rencontre l'entrepreneur toujours à deux? Exactement. D'accord. Toujours à deux. Toujours à deux, ça mène aussi plus d'idées, plus d'énergie, plus de réconfort, plus de chaleur. C'est notre premier objectif, hein, rompre l'isolement de l'entrepreneur qu'on accompagne et lui apporter de la chaleur. Ensuite, on appelle ça organiser le chaos, parce qu'en fait, on vient nous voir régulièrement trop tard. Et il n'y a plus une fuite, ça devient un peu une passoire. Et donc, faut faire des choix, faut organiser, faut l'aider à prendre conscience de la hiérarchie des actions, etc., etc. Et après, trouver un second souffle à ses côtés, l'accompagner sur une nouvelle voie qui peut être d'arrêter volontairement, de trouver des solutions pour passer le cap, ou malheureusement juste, entre guillemets, de l'accompagner à la liquidation si malheureusement c'est déjà trop tard. Mais ne pas être seul à le faire, quoi. Et là où le tribunal a aussi énormément changé, c'est qu'il nous accepte en tant qu'Antilope à proximité de l'entrepreneur qui passe à la barre. Nous, on se met sur les bancs derrière, mais voilà, on est chaleureusement, on est à proximité, on est présent. Et ça change beaucoup de choses aussi, quoi. T'affrontes pas seul le tribunal, même si c'est intérieurement tu le vis comme ça, d'affronter, même si c'est vraiment pas le cas. Ils sont d'une bienveillance incroyable, d'une écoute incroyable, mais voilà, malgré tout, on est à leur côté, on est présent, quoi. Donc ça, on va dire, c'est le processus de base qu'on propose. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le groupe Oxygène, c'est-à-dire 4-5 entrepreneurs pendant une demi-journée aux côtés de l'entrepreneur en difficulté pour l'aider à reprendre une dose d'énergie assez forte. Et on a monté une opération qui s'appelle Bol d'air aussi, qui est tous les 3e jeudis de chaque mois chez les experts comptables, où pendant 1h30, autour de la table, il y a un expert comptable, un juge, un avocat et quelqu'un de second souffle, au service de l'entrepreneur qui vient mettre une difficulté sur la table, et la personne repart avec une richesse d'intervention juste incroyable, et tout de suite prise en charge par nous dans la foulée pour pas encore une fois se retrouver seul. Et puis après, voilà, il y a plein de petits à côté en plus, et aussi la volonté que ça soit un lieu pour nos Antilopes, parce que ça doit rester bienveillant, et ça doit rester une association, ça doit rester chaleureux, ça doit rester un lieu de rencontre où on se fait plaisir, où on rigole, on y passe un bon temps, parce que c'est aussi ça, à la fois l'entrepreneuriat, l'associatif, voilà, on doit trouver cet équilibre-là. Donc on a des moments juste entre nous, histoire de passer du bon temps, de partager, d'échanger sur ce que les uns et les autres ont vécu, et puis d'être ressources les uns pour les autres aussi, quoi. Hein? Pourquoi ce mot d'antilope? Parce que j'aimais pas la notion d'accompagnant, j'aimais pas la notion d'aidant, je n'arrivais pas à trouver comment appeler tous ces bénévoles qui mettent de leur temps. Et en réfléchissant, c'était avec Laurent, mon associé, en réfléchissant un petit peu comment appuyer tout ça, on est tombé dans cette image de l'antilope qui a 2 caractéristiques principales, en tout cas, c'est quand elle est seule en forêt, en savane, elle va se faire dévorer par le lion, et quand ils sont en meute, ils sont ultra solidaires entre eux, ultra protecteurs. Et cette image de l'entrepreneur seul face au danger, ou en groupe, en meute, nous plaisait bien, en fait. Et donc on a appelé ça, on a appelé nos accompagnants comme ça, quoi. Tu le disais tout à l'heure, parfois les entreprises ou les entrepreneurs viennent vous voir alors que c'est déjà des passoires, Ouais. et donc c'est parfois trop tard. À quel moment un entrepreneur et son entreprise doivent se dire « Tiens, je pense que là, il faut que je vienne voir Second Souffle ». Quand il dort plus la nuit. Ça doit être aussi simple que ça, quoi. Parce que faut partir
je pense, je déteste dire les yaka faucons, mais malgré tout, il faut partir du principe qu'on ne sait pas tout, qu'on est comme tout le monde, qu'on n'est pas des Superman, qu'on peut se planter, qu'on peut faire des erreurs, et que dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à lever la main et aller voir d'autres pairs, ça peut être nous ou d'autres, hein, mais du moment où tu dors plus, qu'il y a un truc, que tu sens que tu n'as plus l'énergie, lève la main, viens nous voir. Ça durera 10 minutes si c'est juste un coup de boost que tu as besoin, parce qu'on va t'accueillir, on va t'écouter, on va prendre un café, on va papoter. Ça durera plus longtemps si tu nous dis « ouais, j'ai besoin d'un accompagnement ». Ça durera plus longtemps si on sent que tu as besoin d'être accompagné psychologiquement et que nous, on finance des forfaits avec des psychologues. Ça coûte rien à l'entrepreneur, c'est nous qui prenons en charge. Parce qu'on sait qu'il faut préserver l'âme de l'entrepreneur avant tout. Donc voilà, il n'y a pas de bon moment. Tu dois sentir le moment en disant là, seul, je vais pas y arriver, quoi. Et faut surtout vaincre ce sentiment de mais qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, de quoi je vais avoir l'air. Non, rien du tout. Juste viens nous voir, quoi. Et puis on va papoter, quoi. Et j'aurais tellement voulu l'avoir moi à ce moment-là que maintenant je le pousse de partout, et quand je vais dans des incubateurs, c'est la première chose que je leur dis, après leur avoir dit que c'est pas leur bébé, c'est surtout, mais voilà, il y a aucune honte à avoir. Si vous savez pas, appelez-nous, quoi. Puis voilà. On doit désacraliser en fait cette histoire de l'entrepreneur sur son piédestal. On est des hommes et des femmes qui faisons notre possible, c'est tout, quoi. Voilà, on a décidé de prendre une voie différente. Voilà. Mais ça doit en rester là, quoi. On a quand même une responsabilité sur le fait de braquer les projecteurs sur autre chose que ce que l'on appelle la réussite. On doit aussi être capable de... Oui. Je sais pas si on peut appeler ça un droit à l'oubli, mais aujourd'hui, quand t'as planté une boîte, t'es un peu tricard partout. C'est ça. Donc on n'a pas du tout cette culture de l'échec. Et c'est très chouette que tu fasses ça dans les incubateurs où t'as plutôt des jeunes entrepreneurs, voire des jeunes tout court. Parce que... aussi loin que je m'en souvienne, l'enseignement est tel que on le voit aussi aujourd'hui avec nos enfants. C'est très, tu t'assois, tu répètes, tu craches, tu fais tes dictées, t'es noté, t'es évalué, tu peux ne pas passer en classe supérieure. Enfin voilà, moi, je suis un pur produit de ça par exemple, tu vois. Mais c'est effectivement notre volonté d'être le plus haut possible dans la prise de parole pour avoir un impact descendant avec le temps, quoi, et que ça infuse un peu de partout, quoi, et de porter une parole différente. Alors on a fait une map aussi qui s'appelle Respirer pour garder l'esprit clair. Il y a un parcours d'entrepreneuriat qu'on a inventé sur des aspects différents qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que cette map, elle fonctionne comme un jeu de loi avec 5 étapes qui correspondent, pour le coup, c'est le seul point commun qu'on peut trouver dans tous les bouquins d'entrepreneuriat, on va dire. Je pense mon projet, je l'initie, je le développe, je le stabilise. Enfin voilà, ça c'est des étapes un peu classiques. Et après, on a tout inventé en travaillant avec... il y avait des philosophes, des neuropsychologues et moi en tant que designer. Et on s'est interrogé sur c'est quoi les cases qui se répètent à toutes les étapes, c'est quoi les choses qu'on a envie que l'entrepreneur entende de différent sur la posture entrepreneuriale. Donc ça, c'est des cases blanches que vous verrez sur la map. Vous pouvez la trouver sur notre site seconsoufflelion.org. Et ces cases, c'est est-ce que je ne dépense pas plus d'énergie que je n'en gagne? Est-ce que je m'offre la possibilité de renoncer? Est-ce que je prends toujours rendez-vous avec moi-même? Qui sont, à notre avis, des éléments clés qu'on doit retrouver à toutes les étapes. Et ensuite, à chaque étape, on a des questions, des besoins et des ressources qui sont différentes. Et on a essayé de les identifier étape par étape pour se sentir aligné, en fait, et de faire comprendre aux jeunes entrepreneurs et aux entrepreneurs tout court que si on se pose les mauvaises questions au mauvais moment, potentiellement, on ne va pas aller chercher la bonne ressource. Et donc, il y aura un désalignement qui ne sera pas favorable. Et donc, on essaye de les accompagner là-dessus pour toujours les mettre en éveil, les mettre en possibilité de demander de l'aide, en possibilité de comprendre où ils en sont. Et cette map a été... je pense qu'on l'a sortie un tout petit peu tôt. C'est-à-dire que
comme moi, je venais de vivre cette expérience au fond de moi, j'ai eu envie très rapidement d'identifier tout cela. Donc, on l'a imaginé très vite dans l'histoire de Second Souffle et elle était peut-être trop tôt. Et suite au confinement, il y a eu un alignement un petit peu meilleur autour de... Parce que l'éclairage sur les entreprises a changé, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et maintenant, elle fonctionne assez bien et on fait beaucoup d'ateliers autour de cette map avec une libération de la parole qui est incroyable en fait à chaque fois. Parce que là, l'entrepreneur, ah oui, je peux dire que je me suis oublié là, que j'ai pas pris rendez-vous avec moi-même depuis longtemps. Et puis la deuxième à côté qui dit, ah oui, j'osais pas le dire, mais je prends plus de temps pour rien, etc., etc. Et tout se libère d'un coup. Et c'est très bénéfique pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'on est comme les autres, qu'on a les mêmes problèmes, qu'on a les mêmes interrogations et qu'on peut donc échanger, qu'on peut donc partager, qu'on peut donc faire profiter les uns et les autres de nos expériences. Voilà, c'est un outil qui nous sert de plus en plus. Oui, du coup, en même temps que tu parles de le télécharger, ça donne envie en tout cas, parce que même c'est joli. Enfin, je sais pas, t'as envie de te plonger dans ces petites cases et c'est pour soi-même en auto-réflexion. Tu dis, toi, t'animes des groupes de parole avec ça. Quels sont les usages de cette map Nous, on l'anime en groupe pour qu'il y ait cette énergie et après, quand on leur donne, on les invite à venir régulièrement dessus pour se poser des questions et pour savoir où ils en sont, pour savoir s'ils n'ont pas raté une étape, voilà. Et entrepreneur, c'est pas un métier en soi, ça n'existe pas. Donc, c'est des outils qu'on leur donne pour qu'ils essayent de se façonner leur propre métier, leur propre manière de gérer, de créer leur métier, quoi. Quel type d'entreprise, en fait, sont présentes un peu la carte d'identité des sociétés d'entrepreneurs accompagnés? Il faut savoir qu'en France, donc, il y a 4 millions d'entreprises à peu près. Et sur les 4 millions, 98%, c'est des TPE et des micros, quoi. 98%. Quoi. Donc nous, c'est les personnes qu'on rencontre. C'est des entreprises qui ont 3 salariés de moyenne, même si là, c'est en train de s'accélérer depuis début janvier. Mais je vais partir sur la carte de 2023 que j'affinerai ensuite. Donc sur 2023, sur les 300 entrepreneurs accompagnés, 3 salariés de moyenne, 46 ans d'âge moyen, un petit peu plus de 6 ans d'activité moyen. Donc c'est pas des boîtes qui viennent de se créer. 300 000 € de chiffre d'affaires moyen, 58% c'est des hommes, qui sont en général relativement formés, c'est-à-dire qu'on est à des bacs 4-5 à plus de quasiment 60%. Donc c'est des gens qui ont fait des études, qui sont logiquement ou normalement préparés, il y a peut-être un biais quelque part. Et après... 48% c'est commerce et restaurant, un peu plus de 15% tout ce qui est BTP, artisan, et le reste c'est à peu près autant de pourcentage que de métiers différents, quoi. Et depuis le début de l'année, c'est en train de s'accélérer sur les boîtes plus grosses. Et donc avec plus de salariés, avec plus d'impact, avec plus d'enjeux au final pour le territoire, quoi. Parce qu'on s'est rencontrés, Guillaume, tu m'avais donné une info qui m'avait marqué, qui était de dire que justement sur ces 2% des boîtes qui ne sont pas des TPE ou des micros, ça représentait... Ouais, à peu près 75% des salariés. Voilà. Et que c'est aussi un peu peut-être la raison qui fait qu'on en a un peu, je vais pas dire rien à cirer, mais... C'est pour ça qu'il y a un décalage de perception et qu'il y a obligatoirement un biais qui se crée quand on parle avec des personnes de l'État, quoi. C'est que eux, je peux les comprendre aussi. Ils regardent là où il y a le plus d'impact, mais malheureusement, c'est pas là où il y a le plus d'enjeux humains, entre guillemets, quoi. Mais là, à 300 entreprises accompagnées à 3 salariés de moyenne, donc on est à plus de 1000 emplois malgré tout sur le territoire concerné. C'est déjà pas rien, quoi. Ça commence à devenir une grosse ETI, quoi. Et ces grosses entreprises, ces 2% de grandes entreprises qui finalement vont bien, ont un rôle qui est essentiel sur ces 98%, puisqu'elles sont parfois fournisseurs, sous-traitants, donneurs d'ordre. Clairement. Et que il y a une vraie systémie, en fait. C'est ça, mais qui est un peu masqué par leur emprise, en fait.
on se rend pas forcément compte de toute la partie émergée de cette partie. Est-ce que le Covid a joué un rôle? Est-ce que tu as vu aussi, toi, un avant-après dans l'association? Oui, il y a eu un avant, un après. On pensait que la vague, entre guillemets, elle arrivait plus vite. Pendant le confinement, en fait, avec toutes mes équipes et les parties prenantes, le tribunal, leurs des experts comptables, les avocats, tout ça, on n'a pas arrêté de faire des visios, on n'a pas arrêté de faire de travailler ensemble pour se préparer, en fait, à ce qui allait arriver, quoi. À imaginer des nouveaux outils, à imaginer des process, savoir comment on pouvait fluidifier l'information entre nous, comment on pouvait faire que l'entrepreneur, quelle que soit sa difficulté, ne reste pas seul, quoi. Donc on va dire qu'on était suréquipés, en fait, à la sortie du confinement. Et il y a eu un creux de demande, mais qu'on voyait de partout, en fait, parce qu'il y avait encore les aides, il y avait pas mal de choses, et tant mieux, c'était très bien, quoi. Et donc l'après, nous on l'a eu en août 2022, quoi. C'était l'élément, le moment déclencheur, c'est celui-là, quoi. Depuis la création de l'asso, en août, ça restait un mois creux, comme un peu tout le monde. Je pense que même l'entrepreneur en difficulté a besoin de se reposer, et le mois d'août, il se passait pas grand-chose. Et là, en août 2022, c'est moi qui étais de permanence téléphonique, mais ça n'arrêtait pas. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté. Sur cette année-là, c'était assez symptomatique, parce qu'on avait fait 20 accompagnements entre janvier et juillet, et on en a fait 80 entre août et décembre, quoi. Wow. Donc l'augmentation a été phénoménale. Et après, ça n'a pas arrêté, parce qu'on a triplé, on est passé de 100 à 300 entre 2022 et 2023. Donc ça continue. Et là, on est toujours sur un rythme qui s'accélère encore plus. On devrait être 450, je pense, à la fin de l'année. Donc il y a vraiment eu cet élément déclencheur-là, où les entrepreneurs, au moment où il a fallu enlever les aides, que l'URSSAF, tout le monde venait recouvrir leurs cotisations, ce qui était normal. Voilà, tout ça a fait remboursement de PGE et tout, ça a fait beaucoup de choses, plus derrière les crises énergétiques, la guerre en Ukraine. On sous-estime beaucoup l'aspect géopolitique, mais il est vraiment présent, et moi je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact, mais vraiment ça en a eu un assez fort. Donc tout ça accumulé, nous maintenant on parle de permacrise, en fait, depuis 2022. C'est plus les unes derrière les autres, c'est une crise permanente. Et là, les conséquences commencent à être de plus en plus visibles, rapides. Ça s'est accéléré, c'est-à-dire que si je reprends mon cas de figure, je liquide en mai 2012, mais depuis 2010, j'étais pas très bien, je vivais ma croissance difficilement, mais j'arrivais encore à tenir. Donc j'ai tenu à peu près 2 ans. Là, en 2 mois, 3 mois, c'est fini, quoi. Ça chute beaucoup plus vite qu'à mon époque, quoi. Marrant que tu parles de permacrise, parce que je entendais la semaine dernière une news d'un général gradé qui dit, en fait, on n'est pas dans une 3e guerre mondiale, on est dans une guerre perpétuelle et permanente. Et il a utilisé ce mot de guerre permanente. À compter de maintenant, on a quand même des chances d'être dans un état de guerre permanent partout dans le globe. Et c'est assez aligné avec ce que tu décris. C'est vraiment ce que je ressens, moi. Depuis 2022, je ressens ça, et on l'avait écrit dans l'édito de notre dernier rapport d'activité avec mon équipe. C'était quelque chose qui nous semblait naturel, en fait, à exprimer, quoi. Sans dire qu'il doit exister des bonnes recettes, mais qu'est-ce que tu vois comme bonne pratique ou comme grand principe pour qu'un entrepreneur ou une entrepreneure soit bien entouré? C'est quoi le bon entourage? Ça, c'est quand même propre à chacun, donc c'est difficile. C'est difficile comme réponse. Je partirais plutôt du principe essentiel de bien se connaître, déjà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, en fait, de bien se connaître dans ces crises émotionnelles, on va dire, parce que la vie d'une entreprise apporte beaucoup d'émotions positives, négatives, des hauts, des bas, et tout ça va très très vite. Et il faut arriver à se connaître par rapport à ça, quoi. Moi, je sais que tant que je les avais pas vécues, je ne me connaissais pas, j'étais incapable de les gérer, et c'est aussi ce qui m'a emmené à ma chute.
Et après, j'ai pris le temps de comprendre. Maintenant, je sens mon émotion arriver, je sens les choses arriver, je sais agir en conséquence pour pas me retrouver dans le même état, quoi. Donc je pense prioritairement, c'est bien se connaître. Ensuite, c'est de pas tout mettre dans son entreprise, donc de garder en jardin personnel une activité, une zone de ressources en fait propre, où on sait pouvoir s'isoler quand ça sera le moment pour arrêter un petit peu l'hémorragie, le temps et voilà se remettre dans une période de lucidité, parce que en période de stress, on perd clairement sa lucidité, quoi. Là, je vous mets un éléphant dans la pièce, vous pouvez ne pas le voir, quoi. C'est assez. Nous, on a été face à des situations qui étaient vraiment impressionnantes, quoi. Donc, la préserver, cette lucidité, elle est très très importante pour avoir sur cette prise de recul qui est indispensable. Sinon, si on lève pas la tête, on sait ce qui se passe. Et ensuite réfléchir à comment s'entourer, mais on ne doit pas s'entourer uniquement au moment où on se sent en stress et en galère, quoi. C'est quelque chose qui doit être prévu dès le départ, quoi. Dès la création de l'entreprise, se dire, OK, avec qui j'ai envie d'échanger régulièrement, avec qui j'ai envie de pouvoir partager mes interrogations, mes doutes, dans qui j'ai confiance, dans quel environnement je me sens bien pour pouvoir être challengé régulièrement, accepter le challenge. Et embarquer avec soi quelques personnes qui seront présents au moment où ça sera difficile aussi, quoi. Et là, l'histoire est plus la même, quoi. C'est-à-dire que c'est une histoire d'anticipation en permanence, en fait, l'entreprise. Donc, ce qu'on dit aussi quand on intervient dans les incubateurs, c'est imaginer la fin avant de commencer, quoi. Et ça les surprend toujours, mais je leur dis... imaginez comment ça va se passer si jamais ça se passe mal, quoi. Pour le mettre dans un coin et l'oublier, quoi. Parce qu'au moment où ça peut arriver, faut pas que ça soit votre zone d'interrogation, quoi. Ça, faut que vous l'ayez déjà évacué, parce que sinon vous allez gaspiller de l'énergie, quoi. Donc, comment ça va se passer si vous devez arrêter avec votre associé, enfin voilà, que tout soit écrit, tout soit carré. Et c'est le testament, quoi. Ouais, chez le notaire à t'imaginer. C'est ça, c'est le contrat de mariage, c'est pareil. Hein, toi, tu t'imagines la fin à un moment donné, quoi. Et voilà. Mais c'est indispensable pour l'évacuer, quoi. Donc toutes ces zones d'anticipation, faut vraiment le préparer. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, parce que au moment où tu crées ta boîte, t'as pas envie de t'interroger là-dessus, t'as pas envie ça demande de réfréner son ardeur, ses envies, son énergie, et de la consacrer à autre chose que de faire son propre métier au départ. Mais c'est vraiment du temps qui sera gagné par la suite. Et à la fin, on a vraiment besoin de gagner du temps, quoi. Donc c'est plus comme ça que je verrai les choses. En tout cas, c'est comme ça que je les ai faites depuis, et que j'en parle autour de moi, et que j'invite mes collègues à faire de même, quoi. Et comment tu prends soin de toi aujourd'hui ? Comment je prends soin de moi aujourd'hui ? En variant, en gardant mon côté artiste, déjà. Donc je fais des expos photos régulièrement, à peu près tous les 2 ans, depuis longtemps. Et ça, je l'ai préservé. En lisant beaucoup, voilà, j'évacue beaucoup de choses par la lecture, en passant beaucoup de temps avec mes proches. Le week-end, je travaille plus, quoi, c'est fini, quoi. Qu'avant, j'avais ce besoin stupide de remplir absolument le temps du travail pour ne pas avoir quelque chose à me reprocher, mais en fait, c'est stupide. Il faut se ressourcer, sinon il n'est pas efficace. Donc le week-end, voilà, je travaille plus, ou c'est vraiment exceptionnel. En n'oubliant pas que je suis aussi un amoureux de la montagne et du ski, et que dès que je peux, je vais m'évacuer là-bas. Voilà, je me suis remis au centre du jeu, alors que je m'étais un peu oublié avant, quoi. Voilà. Et ça change tout, quoi. Après, je fais rien d'exceptionnel, mais je ne m'oublie plus. Si on revient, on jump un peu sur l'association, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Déjà, ma question, c'est votre financement. Comment est-ce que vous êtes financé? Qui est-ce qui vous soutient?
En fait, donc, pour répondre à ta première question, nos ressources, elles sont multiples. On a à peu près 20% de notre budget qui vient d'acteurs territoriaux. La métropole, l'ordre des experts comptables, la chambre de métier, qui sont à nos côtés depuis le début. On a 10% à peu près qui viennent des adhésions. Comme on est une association reconnue d'intérêt général, donc on a 60 € d'adhésion à l'année, voilà. Et puis après, le reste, c'est des acteurs privés qui soutiennent la cause et qui nous achètent des packs sponsors, en fait, voilà, pour arriver au final à un budget d'environ entre 90 et 100 000 €, vu qu'on a 2 salariés. Et puis qu'on a notre application, qu'on a pas mal de choses à financer, les heures avec les psychologues, ainsi de suite, quoi. Et on est en tournant de notre action. Au fond, nous, je crois qu'on reste vraiment des entrepreneurs, et le cadre actuel ne nous convient plus pour notre développement et pour répondre à la demande régionale. Et donc, on a décidé d'honorer aussi davantage les ressources clés de Second Souffle, c'est-à-dire les Antilopes. Et donc, on va basculer de Second Souffle Lyon à les Antilopes, qui sera l'association maintenant présente sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, avec cette volonté d'essaimer sur l'ensemble du territoire un réseau de proximité avec des hommes et des femmes dont le principal objectif, c'est voilà, d'apporter de la chaleur et d'apporter une expérience et un réseau à tous les demandeurs, à toutes les personnes qui peuvent être en difficulté sur l'ensemble du territoire, quoi. Et pour nous, c'est un nouveau challenge, et c'est aussi la prise de conscience que nos envies, nos rêves, nos ambitions ne pouvaient plus rester dans ce cadre-là. Il fallait qu'on prenne aussi notre liberté, qu'on change un peu le cadre du jeu pour être encore plus proche des gens, pour être encore plus à leur service, pour être encore plus à disposition, et leur faire profiter de tout ce qu'on a déjà mis en place depuis 10 ans, et que ça se déploie plus vite que nous le permettait le cadre actuel, quoi. Donc je pense qu'on est tous super excités, en fait, depuis ce 6 juin et depuis ce nouvel envol, ce nouvel élan qu'on donne à nos antilopes. Génial. Et de quoi vous avez besoin aujourd'hui ? On a besoin de faire augmenter notre troupeau d'antilopes. Donc on a énormément besoin de bénévoles, de personnes qui sont prêts à donner un peu de leur temps. Pour rassurer tout le monde, chaque accompagnement donc se fait en binôme, et c'est en général, théoriquement, 4-5 rendez-vous d'1h30. On ne parle pas non plus d'un engagement démentiel. Bien sûr, ça c'est de la théorie, on peut évoluer, mais sur les 5 ou 600 derniers accompagnements qu'on a pu faire, c'est ce qu'on voit, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand tu acceptes d'accompagner un entrepreneur en difficulté, c'est 4 à 5 fois 1h30, voilà. Mais sur combien de temps ? Sur la moyenne est à 120 jours. Sur 120 jours, ouais. Ok. Voilà. Mais on en a besoin maintenant sur l'ensemble du territoire. Donc on est déjà présent sur Clermont, sur Saint-Étienne, sur Grenoble, sur Bourg, Valence, Montélimar. Mais il nous reste toute une partie plus sur Savoie, Haute-Savoie, où on a besoin davantage de ressources. Et d'arriver à unifier tout ça. Et après, ça c'est les ressources terrain, mais on a besoin de ressources locales, on a besoin de ressources métiers, d'experts métiers. On a un réseau conséquent déjà d'avocats, de notaires, d'assureurs, etc. Mais on en a besoin encore plus. On a besoin encore plus. Et puis après, le point d'après, c'est bien sûr un peu de ressources financières, parce que plus on avance, plus on a besoin de se structurer, plus on a besoin d'être efficace pour pas faire perdre de temps à l'entrepreneur. Ça reste toujours notre objectif. Et là, j'aimerais pouvoir apporter
davantage de soutien à nos deux salariés, qu'elles ne tombent pas non plus dans l'isolement, quoi. Donc, on les oublie pas et on est toujours sensible à leur bien-être aussi, quoi. Je me posais une question sur la notion d'expertise. Donc, tu disais avocat, notaire, etc. Vous êtes bien entouré, il vous en manque malgré tout. Est-ce que des expertises de type numérique, communication, marketing, vente, etc., est-ce que c'est aussi quelque chose que vous allez rechercher, ou est-ce qu'à un moment où vous intervenez, parfois c'est trop tard pour mettre en place une stratégie de communication? C'est ça, j'espère qu'on va les rechercher. Ça voudra dire que les entrepreneurs nous appellent suffisamment tôt. Et pour répondre aussi à ce point-là, les 3 points principaux qu'on relève sur les défaillances, c'est l'absence de développement commercial, mais qui est assez compréhensif parce qu'en fait, sur des petites structures, l'entrepreneur est aussi expert de son métier. Qu'il est aussi au job, il est au turbin, il fait le job, quoi. Et donc, on sait ce que c'est, pour ceux qui l'ont vécu en tout cas. Il y a un moment donné, tu taffes, quand la mission se termine, tu lèves la tête et tu dis zut, j'ai pas pris le temps de développer la suite, quoi. Voilà. Donc le développement commercial, il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc on est en train d'imaginer des formations qui seront faites par des antilopes, une sur le développement commercial, une sur le développement financier, quoi. Parce que le deuxième point, c'est le business model qui est pas forcément toujours agile, malgré qu'on soit des petites structures, mais qui répond au point précédent. Et ensuite, le troisième point, c'est la trésorerie qui est toujours tendue. Et ça représente 80-90% des problématiques qu'on rencontre, quoi. Donc, on fait ces formations, mais donc j'espère qu'on va arriver à remonter dans le temps et que on va aussi pouvoir apporter des besoins effectivement en communication, en présence, en prise de parole, en tout un tas de choses au fur et à mesure du temps, pour qu'encore une fois l'entrepreneur n'attende pas d'être au pied du mur pour nous appeler, mais qui se disent là j'ai un manque ou j'ai une faiblesse là-dessus, j'ai quelque chose comment font mes pairs, comment font les autres, je vais peut-être aller leur demander, quoi. Voilà, ça serait chouette. Bon, l'appel est lancé. S'il y a des éditeurs de logiciels, des ESN, oui, boîtes de marketing, de communication, etc., contactez Guillaume. Ils sont les bienvenus. Il y a du boulot et votre expertise est essentielle. Est-ce que tu as un conseil de lecture pour nous? Sur ce sujet en particulier? Sur un livre qui t'a inspiré et où tu t'es dit, tiens, j'aimerais le partager. Ouais, j'en ai un, mais je suis en train de me rendre compte, j'ai perdu le nom. C'est des méditations sur la beauté de Françoise Cheng. Voilà. 5 méditations et qui moi, je retombe dessus régulièrement, en fait. Génial. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Guillaume, qui te tient à cœur? Peut-être toute la partie, effectivement, j'ai pas trop parlé de la partie design inclusif et de cette volonté que mes actions de design, que ce soit la création de meubles, que ce soit les agencements, que ce soit la partie stratégique, que tout ça soit au service du plus de monde et permette de recréer de la relation. Avec un ami philosophe, on avait créé une gamme de meubles qui s'appelait Philomob. Et l'idée, c'était que les mobiliers ne soient pas des simples outils, mais des objets constitutifs de notre intelligence collective et qui permettent de... On était obligé de les utiliser, quoi. Il y avait des choses, il y avait des volants, il y avait des manettes, il y avait des taquets, il y avait des trucs à bouger pour utiliser le meuble et obligatoirement créer de la relation, créer du lien et au final recréer des rituels dans les entreprises, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup depuis le confinement, en fait, où on est passé d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire totale présence à beaucoup de télétravail, beaucoup moins de rapports dans les entreprises, donc beaucoup moins de projets d'innovation qui se créent, et qu'il y a un juste équilibre à trouver, mais si on fait revenir les salariés, c'est pas pour qu'ils puissent faire la même chose que ce qu'ils peuvent faire chez eux, donc faut leur amener d'autres choses, donc faut recréer des nouveaux rituels, donc voilà. Et autour de ces sujets-là, qui moi m'animent beaucoup,
je suis convaincu que les objets qui nous entourent doivent nous aider et doivent nous permettre d'aborder autrement notre rapport au travail et donc notre rapport aux autres. Et que des lieux comme ce qu'on appelait les réfectoires sont des lieux à repenser de toutes pièces, en fait, à réimaginer, à réinstaurer, il faut absolument qu'on les voit autrement pour que ces lieux de ressources soient bénéfiques pour le salarié et au final pour l'entreprise, hein, parce que les deux vont pas l'un sans l'autre, quoi. Et après, j'aime bien aborder par ce biais-là des univers complètement qui semblent opposés sur le papier ou auxquels on porte pas tellement d'attention. Là, je travaille beaucoup pour une fondation qui s'appelle la Fondation Personnage, qui crée des maisons pour accueillir des personnes autistes, des personnes trisomiques, ainsi de suite, et qui s'intéresse de plus en plus à l'esthétique et au beau dans ces lieux-là. Comment on fait en sorte que les maisons, c'est comme ça qu'ils les appellent, ne soient pas des EHPAD, ne soient pas des hôpitaux, quoi. Quel équilibre on trouve, comment on fait en sorte que leur cadre de vie soit aussi beau que les nôtres. Donc il y a beaucoup de sujets, parce que eux, ils ne vivent pas l'environnement comme nous. Donc comment on peut les accompagner avec le mobilier, comment on peut les accompagner avec l'agencement, pour répondre à leurs besoins physiologiques et en même temps amener un supplément d'âme par la beauté, quoi. Et voilà, et plus je m'enquille dans cette branche, plus je me sens vivant, en fait, et je me sens aligné avec tout ce que j'ai vécu, et je mets vraiment toute mon expérience, tous mes ressentis, toutes mes émotions au service au service des environnements qu'on peut tous côtoyer à un moment donné. On peut tous se retrouver dans ces endroits-là accidentellement. Là, je vais travailler avec des personnes atteintes du Lockheed Syndrome, qui ont eu des AVC et qui se retrouvent enfermés dans leur corps. C'est vraiment ça la terminologie. C'est des gens comme vous et moi, et quand ils ont un AVC, tchac. Moi, j'aimerais bien, au final, avoir un cadre de vie qui soit aussi, même dans cette situation, qui m'amène de la chaleur, qui m'amène quelque chose de réconfortant, quoi. Et ça, c'est le beau côté du métier du designer. Essayer de faire en sorte que le monde soit un peu meilleur. À notre niveau, modestement. C'est ce qu'on a fait aussi avec la ligne Virtuose, hein, la gamme de meubles social et solidaire, c'est ça. Hein. C'est parti d'un principe tout bête. J'étais chez un menuisier avec qui j'avais l'habitude de travailler, et puis qui me glisse dans l'oreille, si tu veux te faire une table ou un meuble chez toi, tu tapes dans les chutes et tu fais ce que tu veux. J'avais pas de besoin spécifique, mais je comprends pas bien pourquoi il me parle de ça à ce moment-là. Et je reviens le voir 2-3 jours après, et je lui demande qu'il m'explique un peu plus, et là, il me parle que sur n'importe quel type de chantier, il y a 30% de chute de matière, qu'il y a des sites d'enfouissement en France pour des panneaux de mélaminés, parce qu'on sait pas quoi en faire. J'avais pas forcément cette information, cette conscience, et je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me vient instantanément l'image d'un tableau de Mondrian, comme quoi l'art, ça peut aussi servir à d'autres trucs. Et je me dis, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc on a imaginé un process où on assemble 7 dimensions de pièces, qui peuvent être soit de couleurs différentes, soit de couleurs identiques avec une petite touche, où on accepte le côté chamarré total, enfin voilà, tout est envisageable. Et on assemble donc ces 7 dimensions de pièces, c'est les jeunes qu'on accueille, qui assemblent, pour réaliser à peu près tout type d'ameubles et d'agencement, quoi, du sur-mesure complet. Et les jeunes qui viennent souvent des missions locales, on leur demande de venir avec un projet professionnel, entre guillemets, à défendre, pour qu'on les sente un petit peu engagés dans leur projet, dans leur histoire, qu'ils viennent pas là pour prendre de l'argent, mais qu'ils ont compris qu'on leur offrait un petit strapontin. Et ensuite, on leur reverse à peu près l'équivalent de 20% du prix du meuble pour leur financer des formations, quoi. Donc on leur
paye la formation, on leur donne pas l'argent, on leur paye la formation qu'ils sont venus défendre, mais sur cette répartition-là. Et puis on essaye de les emmener avec nous le plus possible lorsqu'on va faire les poses des meubles, on leur fait signer les meubles, on essaye de les mettre en scène pour qu'ils soient fiers du travail qu'ils ont fait, parce qu'ils viennent souvent la tête basse en disant je serais pas capable de le faire. Mais bien sûr, on leur dit si, comme tout le monde, tu vas y arriver, tu mettras 1 semaine, 10 jours, 3 jours, 15 jours, on s'en moque, mais tu vas y arriver, comme tous ceux qui sont passés avec nous. Et quand ils ont le résultat, ils sont contents, quoi. Et ça, c'est génial, de se dire, en acte de design à la base anodin, pour recréer du meuble, pour redonner de l'estime à des personnes qui en ont moins. Voilà, c'est un chouette dénouement pour des matières considérées comme des chutes, quoi. D'ailleurs, la baseline, il y a des chutes qui permettent de se relever, quoi. Voilà. Génial. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très touchant, je trouve, dans toutes les dimensions. À la fois dans les dimensions malheureuses, entre guillemets, le côté difficile, mais le côté joyeux aussi, tu vois, de ce que tu crées, au service de quoi tu le fais. Je trouve vraiment que la manière dont tu nous le contes est touchant. Merci. Sincèrement. Donc, et inspirant, je crois, parce que on a tous, peut-être pas tous, mais moi je suis convaincue qu'on a tous une petite flamme d'entrepreneur à l'intérieur, quel que soit le métier qu'on fait. Il y en a pour qui ça se traduit dans leur quotidien professionnel, mais pour d'autres c'est plutôt dans la partie personnelle, les projets qu'on porte, ou les projets pour la famille qu'on porte. C'est ce que disent très bien 100 000 entrepreneurs. On est entrepreneurs de notre vie avant tout. Exactement. Et les chutes, on en a tous, quel que soit l'endroit, la sphère, si on peut dire ça comme ça, dans lequel ça se produit. Et voilà, ce message, le message que tu portes, il est plein d'espoir, il est beau, et moi je trouve ça très inspirant en fait d'arriver à se servir de son expérience pour en recréer à partir de là, en plus au service de plus grand que soi. Vraiment, merci pour ce moment ensemble. Mais merci d'avoir offert ce moment. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, n'hésitez pas, si il y a parmi vous, les auditeurs, des antilopes ou des personnes dont vous savez qu'ils peuvent devenir des antilopes, n'hésitez pas à partager l'initiative et puis l'épisode. Ça nous fera aussi très plaisir. Voilà, merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.